On va y revenir dans un instant. Je rappelle que donc le débat tant décrié a eu lieu hier, que l'ambiance était plutôt calme pour présenter les 26 propositions finalement classiques qui l'ont été. Quelques ministres et le grand rabbin de France en observateur selon ses propres termes. À l'arrivée, on rappelle des principes simples, notamment à l'école. On retiendra l'interdiction de récuser un agent de service public en raison de son sexe et une clarification du financement des lieux de culte par le biais d'une fondation d'État. Rendez-vous maintenant, je vous le rappelle, à l'Assemblée, courant juin, pour l'adoption d'une résolution parlementaire, autrement dit un rappel à la loi. Sur place, Stéphanie Gillon et Mathieu Despiau. 20h. Après des semaines de polémiques, le débat sur la laïcité vient de s'achever en 3h40 chrono et sans aucun incident. Jean-François Copé, visiblement, est satisfait. Je crois que nous avons montré à l'UMP que nous faisons la différence par rapport aux injures socialistes ou aux invectives du Front National. Du côté des socialistes où personne ne veut prendre ses responsabilités, où on est dans le déni de réalité par rapport à ces questions de laïcité, ou au Front National, où là pour le coup il y a un intérêt objectif de Madame Le Pen de veiller à ce que l'UMP ne propose pas de solution concrète. Le chef de l'UMP savoure son succès. Hier, une quinzaine de ministres a fait le déplacement, dont Claude Guéant, auteur de propos controversés sur l'islam. Mais aussi des élus, des militants, des religieux, et même certains que l'on n'attendait pas et qui avaient exprimé publiquement leur désaccord sur le débat. J'ai pour moi deux points de repère. Le premier, pas de stigmatisation. Ça n'a pas de sens. On ne gère pas la société française en opposant les gens les uns aux autres. Et pour moi, le deuxième repère, c'est aussi ce débat-là, mais pas que ce débat-là. Il y a d'autres thèmes, il y a le pouvoir d'achat, il y a le problème du plein d'essence, il y a le problème de l'emploi. Il ne s'agit pas de boycotter un débat sur la laïcité. Nous pensons que le moment était mal choisi en période préélectorale. François Fillon, lui, comme prévu, est resté invisible. Le Premier ministre n'a pas à venir, c'est un débat de l'UMP. Moi, je ne veux pas rentrer dans la langue de bois. Le Premier ministre ne voulait pas venir parce qu'il a voulu marquer sa différence. Il a eu raison ? Ah, ça, demandez-lui. Mais dans la salle, ce sont surtout les hauts dignitaires religieux qui ont brillé par leur absence. Les principales organisations musulmanes avaient annoncé le boycott de la Convention. Et hormis le grand rabbin de France, aucun n'a souhaité débattre des propositions dévoilées la veille par Jean-François Copé. Parmi elles, l'interdiction de récuser un agent du service public en raison de son sexe ou de sa religion. L'interdiction de se soustraire au programme scolaire ou encore l'obligation de se conformer aux règles de neutralité et de laïcité pour les collaborateurs occasionnels, par exemple dans l'éducation nationale. Au total, 26 mesures concrètes et plutôt consensuelles, malgré quelques critiques. C'était apaisé. Je ne dis pas apaisant parce qu'il y a des propositions qui vont créer un malaise, notamment sur l'élargissement de la laïcité aux usagers du service public. On ne peut pas interdire à une femme voilée de rentrer à un hôpital, on ne peut pas le priver de soins, comme on ne peut pas accepter qu'une femme voilée réclame un médecin femme pour se faire soigner. Je ne suis pas d'accord dans l'entreprise. Dans l'entreprise, je pense qu'on ne vient pas pour prier, on vient pour travailler. Donc toutes les propositions que nous faisons sur l'entreprise me semblent très discutables et me semblent une concession inutile. Finalement, les choses ont été dites clairement. Le tout, c'est, j'espère qu'on arrivera à s'en souvenir, parce que ces événements créent le buzz au moment, et puis après, les bonnes paroles vertueuses, on les oublie. Et pour remédier à un éventuel oubli, Jean-François Copé a déjà annoncé le dépôt d'une résolution à l'Assemblée. Elle reprendra une bonne partie des 26 propositions et devrait être débattue en juin par les parlementaires. Vous nous rappelez ce que c'est qu'une résolution ? C'est un texte qui n'a pas de valeur, puisqu'il n'y a pas de loi, mais c'est un texte qui va marquer l'attachement des parlementaires à toute une série de principes, à toute une série d'énonciations. C'est aussi un piège, une résolution. C'est un piège tendu par l'UMP à la gauche. Parce qu'une résolution parlementaire, où les parlementaires vont rappeler dans quel sens va l'intérêt général et la République, normalement, ça doit faire l'unanimité. Normalement, la gauche doit se mettre d'accord avec la droite pour que le texte soit assez consensuel et tout le monde y participera et le signera et le votera. Ça veut dire que la gauche, finalement,
se raccrocherait au débat sur la laïcité dont elle a nié à l'UMP le droit de le tenir. Donc c'est un petit piège. C'est à la fois une issue de secours pour ce débat et c'est un piège pour la gauche. On voit bien comment l'UMP cherche à voler le thème de la laïcité à la gauche. C'était quand même la gauche qui défendait la laïcité depuis la loi de 1905 et pendant longtemps. Et en même temps, l'UMP essaye de reprendre au Front National le thème de la lutte contre le risque communautaire ou contre les dérives intégristes. Donc l'UMP essaye sur les deux fronts d'avoir un avantage électoral. Alors justement, on a cette question SMS après le reportage. Le PS a tenu un débat sur la laïcité en décembre. Il dénonce aujourd'hui celui de l'UMP. Quelle différence sur le fond, vous, les uns et les autres, en tant qu'observateurs, est-ce que vous pensez que les uns et les autres étaient fondés à l'aborder et comme ils l'entendaient? On voyait dans notre premier reportage des communistes travailler dessus en disant en tout cas nous on veut pas qu'on nous vole ce débat, ça nous concerne aussi, et Jean-Luc Mélenchon présentait sa loi au Sénat. Guillaume Ranquette. Je vois au moins une différence, c'est que les socialistes, même s'ils ne sont pas tous d'accord entre eux là-dessus, ont tendance à mettre en avant, pour parler de ces problèmes d'intégration et problèmes de conflits éventuels entre l'islam et la République française, le facteur social, socio-économique, en disant, et on l'a vu dans votre reportage d'ailleurs tout à l'heure sur le débat au Parti communiste, avec cette idée que en fait il suffirait juste de le vouloir un peu plus, de mettre un peu plus d'argent public et tout irait mieux. Ce qui à mon avis n'est pas complètement crédible, parce que je vous rappelle que la politique de la ville qui s'applique directement aux quartiers difficiles dans lesquels il y a souvent des populations à majorité musulmane, c'est 90 milliards d'euros je crois depuis 20 ans, et les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Donc c'est ça vraiment la grande différence. C'est assez classique d'ailleurs à gauche, parce qu'on avait le même critère qui était mis en avant pour la délinquance. Vous vous souvenez, on disait s'il y a de la délinquance c'est parce qu'il y a du chômage, jusqu'à ce que Lionel Jospin dise j'ai été naïf là-dessus en 2002, il dit le chômage a reculé, pourtant la délinquance n'a pas reculé. Je pense que cette explication socio-économique, c'est la plus facile, la plus confortable. C'est aussi celle qui nous renvoie à notre culpabilité occidentale en disant c'est de notre faute finalement si les choses ne se passent pas bien. Je pense que c'est un peu juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour analyser ça un peu plus, y compris de point de vue surtout du côté du gouvernement, donc à droite, je crois qu'il y a deux types de droite qui se détachent là-dessus. Une droite païenne qui commence à faire et avoir une certaine oreille auprès de certains ministères et qui est anti-spirituelle, et y compris anti-catholique et anti-musulmane. Et puis il y a encore à droite, et notamment dans certains cabinets, des personnes catholiques qui sont méfiants, qui suspectent la religion musulmane. Et on a une combinaison de ces deux, y compris dans des postes importants de conseillers, de ministères, et qui vont finalement donner le ton, et selon l'influence de l'un ou l'autre, avoir l'oreille auprès du président de la République. Voilà. Oui, juste un mot là-dessus, je crois que vous avez raison. Effectivement, il y a ceux qui renvoient les religions dos à dos et ceux qui disent on ne peut pas traiter de la même façon le christianisme et l'islam. C'est un argument qui n'est pas acceptable dans la mesure où toutes les religions et tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il me semble que c'est un argument qui peut être entendu si l'on considère que dans l'histoire de notre pays, dans son héritage, dans sa culture, dans sa civilisation, l'islam n'a pas exactement la même place que le christianisme. Et quand on entend certains qui disent mais après tout, l'État s'occupe bien d'entretenir les cathédrales, il pourrait aussi entretenir les mosquées, je pense que il y a une histoire. La France, c'est pas uniquement un territoire, elle n'est pas née d'hier, donc on peut comprendre, en tout cas moi je comprends assez bien que il y ait à droite un mouvement qui dise bien sûr qu'il faut accueillir les nouvelles religions, y compris celles qui se sont implantées récemment, mais sans oublier ce qu'est notre histoire et notre héritage. Je vous pose la question autrement, Olivier Bobineau. Est-ce que vous estimez que ce qu'on pourrait appeler l'argument ou la démonstration des racines, et donc des racines chrétiennes de la France, est un argument d'extrême droite? Je pense qu'en partie, c'est un argument d'extrême droite. Et ça se retourne, y compris à gauche, contre ce type-là, en caricaturant. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, dans les responsables politiques que je fréquente, que je connais, ou qui me demandent ici ou là, qu'est-ce qu'il en est sur le terrain, qu'est-ce qu'il en est de la burqa, ah mais dis-nous, comment ça s'est passé la médiation dans les piscines, ah mais dans les cantines. Bon, ce que je leur dis, c'est la même chose, le risque que l'on a. Et je reprends la phrase du général de Gaulle, la République est laïque. La France est chrétienne, je pense qu'aujourd'hui elle est plurielle. Et donc, l'espace public, très bien, les religions n'ont pas à, monopoliser les dispositifs de sens. Il y a une laïcité de proposition que j'évoquais tout à l'heure, et différentes valeurs peuvent s'échanger. Très bien. Il ne faut pas oublier que la laïcité, ce n'est pas la privatisation de la foi.
c'est la publicisation du culte. C'est le fait de pouvoir pratiquer son culte dès lors qu'il ne trouve pas l'ordre public dans l'espace public. Mais à ce titre-là, précisément, toutes les confessions sont à égalité. Et vous savez quoi? Même les non-confessions, même la libre pensée peut s'exprimer dans l'espace public. Alors, Christophe Barbier et ensuite Raphaël Drahi. Oui, mais elles sont inégales quand même. Si elles sont égales devant la loi, elles sont inégales devant la réalité. La liberté d'exercer son culte, voilà ce que garantit la laïcité. Très bien. Encore faut-il en avoir les moyens. Et on voit bien comment la religion musulmane, aujourd'hui, n'a pas les moyens matériels d'offrir aux pratiquants éventuels des conditions décentes d'expression de leur foi. Et donc, on les jette dans la main ou dans les pattes de ceux qui, dans une cave, vont les islamiser et les emmener vers l'intégrisme. Et donc c'est contre ça qu'il faut lutter, et c'est pour ça qu'il faut que la République aide vite cette religion, si j'ose dire, à se notabiliser, à avoir des mosquées entretenues, à avoir des mosquées avec minaret si l'environnement urbain s'y prête, bref, à être sur la place publique. Mais entre nous, c'est l'intention des conseillers dont on évoquait tout à l'heure quelques stratégies. Depuis Machiavel, on sait que le conseiller est protéiforme, alors il a peut-être de bonnes intentions, puis en même temps il veut gagner les élections, ou les faire gagner à son champion. Donc dans une période électorale, il faut à la fois parler de ces problèmes, et puis ne pas être dupe évidemment sur les enjeux électoraux. Mais de la même manière, il faut écouter, comme le rappelait tout à l'heure Guillaume, ce qui se passe dans certains coins de notre territoire où c'est le communautarisme qui nous menace. C'est-à-dire qu'une religion majoritaire interdit à la minoritaire d'exprimer sa différence. Tu ne mangeras pas de goûter parce que moi je fais le ramadan. Ça n'est pas acceptable non plus. Raphaël Drahi. C'est une contre-culture. Du point de vue du phasage de notre discussion, il faut d'abord donner des points de repère. Rappelons que le ralliement du catholicisme à la République date de 112 ans, c'est 1890, avec le cardinal Lavigerie, à Alger d'ailleurs, devant une escouade d'officiers. Donc c'est très très récent. Et il n'y a pas à procéder vis-à-vis de l'islam de manière comminatoire, de manière impérieuse. Il faut laisser les choses se faire dans un dialogue véritable. Et un dialogue véritable, c'est un exercice dans lequel on ne parle pas des autres, on parle aux autres. Et là vient la difficulté. Le deuxième point, c'est que la laïcité ne peut pas être considérée comme une arme de poing contre la religion, ni l'inverse. La laïcité, c'est deux plans. C'est ce qu'il ne faut pas faire et c'est ce qu'il faut faire. Absolument. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire de sa propre religion une religion qui s'impose aux autres et qui interdise les autres formes de croyance. Donc il y a la nécessité de construire, et c'est à construire, un espace de coexistence de ces différentes foi. Alors là, il faut bien se référer au texte de la Constitution, qui nous rappelle la loi commune. Par exemple, l'hymne national, c'est la Marseillaise. Il ne faut pas siffler la Marseillaise. La langue du national, c'est le français. Il faut parler le français dans l'espace public. Le drapeau national, c'est le drapeau tricolore. La devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Je l'ai pas mis dans le bon ordre parce que vous m'avez perturbé. Mais en contrepartie, comme l'a dit tout à l'heure Christophe Barbier, l'État a l'obligation d'étayer la liberté des cultes et la liberté des croyances, parce qu'il n'y a pas que les religions, en donnant les moyens d'exercice de ces religions. Il y a une semaine, même un peu moins, à la place d'Olivier Bobineau, l'imam de Lille nous disait, mais écoutez, globalement, bien, il y a quelques cas spécifiques, mais on peut prier discrètement aujourd'hui les musulmans, on n'est pas obligé de descendre dans la rue, on est en train de prendre en charge toutes ces questions-là, et alors est-ce que vous pensez, vous, que si on reprend les 2% dont nous parlait Olivier Bobineau, qui seraient de vrais activistes intégristes dans cette religion aujourd'hui, ils sont dans un rapport de force avec la société française quand ils se retrouvent par exemple pour Umira pour aller prier. Mais bien évidemment, tout le monde sait qu'il y a des indices qui sont des indices statiques, des rapports interreligieux, mais il y a aussi des indices dynamiques. On sait très bien que ces mouvements-là sont extrêmement activistes et que ce qu'ils veulent, c'est préempter la situation à venir de l'islam français. Et bien évidemment, de ce point de vue-là, c'est contraire aux fondamentaux même de la Constitution de la Ve République. Ils n'en admettent aucun des termes. Et l'État ne peut pas laisser faire ces choses. Avec la contrepartie, comme l'ont dit tout à l'heure nos interlocuteurs, d'organiser concrètement l'expression digne de toutes ces formes de croyances. Avec aussi la perspective d'organiser un véritable dialogue entre ces différentes confessions qui ne se connaissent pas très bien. Troisième reportage maintenant, avec un petit tour en Grande-Bretagne. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Guillaume Roquette. Là-bas, pas de séparation de l'Église et de l'État, mais une crise de confiance en ce moment dans le modèle dit multiculturel et ses composantes religieuses. C'est d'ailleurs le cas aussi en Allemagne. Pour la première fois, le
gouvernement britannique a décidé de dire stop à l'immigration et c'est 2000 extra-européens chaque année. Bref, Londres veut désormais choisir ses immigrés et remettre en cause le modèle multiculturel. Je traduis. Là-bas, en tout cas en ce moment, et avec le gouvernement Cameron, on ne fait pas semblant de parler religion quand on veut parler d'immigration. Romain Clément, Stéphane Lopez.